Et bonjour à tous, merci d'être là ce matin pour ce nouveau webinaire de l'agence WAM. C'est le 2e de l'année. Je suis Xavier Favarel, je m'occupe de la partie marketing acquisition à l'agence. Et ce matin, nous sommes avec Florian et David. Je vous laisse vous présenter, messieurs, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vas-y, Florian. Merci David, bonjour Xavier, bonjour à tous. Moi je suis Florian Guilto, responsable de l'expertise et du métier SEO à l'agence WAM. Et moi je suis David Escholzer et je suis dirigeant et fondateur de l'agence WAM que j'ai créée en 2008. Bienvenue. Parfait. Merci à tous les deux. On va attendre, on est pile à l'heure, 9h15. C'est la première fois qu'on fait un webinaire aussitôt. Je ne sais pas si d'habitude on fait ça vers 11h. Je ne sais pas ce que vous préférez tous. Vous avez un chat, un commentaire. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous préférez 9h, 11h. L'après-midi, on en fait rarement l'après-midi. Voilà, ce matin on va parler géo et cas client. On a beaucoup parlé géo cette année, puis en fin d'année dernière. On parlait beaucoup de théorie, mais là on va parler beaucoup maintenant de cas client parce que ça fait plus d'1 an qu'on travaille tout ça. Et maintenant, il faut du concret pour tout le monde. Valérie, actuellement, je ne vous entends pas. Est-ce que je suis la seule? Non, j'ai l'impression que tout le monde nous entend. N'hésitez pas à nous le dire. Christopher, 9h15, c'est très bien. Bon, super. Florian, tu peux passer à la slide suivante. Ça marche, en attendant. ouais. Allez. Merci. Vous avez sûrement l'habitude de faire des webinaires, hein, mais n'hésitez pas à nous laisser vos avis en fin de session. Posez vos questions dans le chat à droite. On vous y répondra. On prendra le temps d'y répondre. On prend toujours le temps de répondre à vos questions. On déborde un peu souvent, mais on prendra le temps. Et ensuite, participez à nos sondages. On va envoyer un petit sondage aussi en cours de webinaire, et on vous enverra le replay et l'article récapitulatif de ce webinaire dans quelques jours. Voilà. Il est 9h16, on a encore un peu de temps. Aurélie, parfait, 9h15, c'est très bien. Tu peux, vas-y, Florian. En attendant, petite page promo sur notre newsletter pour être au courant de nos prochains événements. On prend beaucoup la parole, que ce soit en webinaire, sur notre site, en podcast aussi. On a un Wamcast tous les mois que nous faisons. La prochaine newsletter va arriver très bientôt. Et puis voilà, il y a tous nos contenus. Nos événements physiques aussi, pour ceux qui sont à Lyon et à Mulhouse, on fait aussi des after-work. Donc ça c'est aussi l'occasion potentiellement de venir à nos soirées où on prend aussi la parole en petit comité pour faire autour de ce genre de sujet, de géo, du paid media, etc., etc. Voilà. Écoutez, messieurs, je pense qu'on peut démarrer parce que la session va être dense. On a jusqu'à 10h. Donc c'est à vous de jouer. Eh ben c'est parti. On y va. Je prends la parole. Je démarre. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci d'être là. Alors effectivement, on va poser le décor en quelques minutes et on va se retrousser les manches ensuite rapidement avec Florian. Ça y est, on est plus qu'à l'arrivée de l'IA dans le search. On est déjà, il y a déjà quelques années qui se sont passées et surtout ces derniers mois, il y a eu une accélération fulgurante au point que on se rend compte qu'il y a un point de bascule, que l'IA Search a créé une rupture parce qu'elle s'est mise partout finalement dans le quotidien des gens. L'ancien monde, pour vous, les CMO, les dirigeants, les responsables d'acquisition, c'était un partenariat tacite avec Google qui consistait à donner vos contenus pour qu'ils soient visibles, crawlés, indexés, en échange finalement d'un classement et donc du trafic et des conversions. Sauf que tu peux passer à la slide suivante, il y a une rupture avec l'IA. Pourquoi? Parce que l'IA s'interpose entre l'utilisateur et la marque, qu'elle donne une synthèse, et là, votre marque n'est plus la destination, contrairement au moteur de recherche, c'est une simple source IA. Et ça change fondamentalement les choses, parce que on peut plus comptabiliser de trafic. Donc le parcours de recherche, lui, initialement, c'est un véritable parcours du combattant pour les utilisateurs. C'est Google qui avait illustré parfaitement ce qui se passe lorsqu'on recherche des produits du quotidien, comme par exemple une brosse à dents électrique. Il y a jusqu'à 100 points de contact entre la première recherche de découverte et celle qui mène à la conversion.
et on passe par plein de sites différents sur une échelle de temps qui peut être assez longue. Cette fameuse boucle du messy middle qui est découverte du sujet, exploration des offres, et elle peut durer très longtemps jusqu'à ce que un biais cognitif qui peut être un prix, une disponibilité de livraison, une promo, eh bien, ce biais cognitif vous fasse passer à l'achat. Sauf que c'est extrêmement accéléré avec l'IA, puisque elle a pour rôle de raccourcir le parcours. Vous voyez ici, et c'est tiré d'une étude de McKinsey, on voit où l'IA finalement est la meilleure. Et cette petite jauge que vous voyez qui de bas en haut va de 60 à 73%, eh bien c'est la préférence d'utilisation de l'IA par les utilisateurs. Et on voit que ça se concentre sur le haut de funnel, le tofu, top of the funnel, c'est-à-dire découverte d'un nouveau sujet, considération. Vous avez des questions à droite en exemple. Et puis, qu'est-ce qui me permet de prendre une décision? Des comparaisons. Et là, l'IA est la meilleure. Et c'est pour ça qu'on l'utilise et qu'on la préfère par rapport au moteur de recherche. Donc, ça raccourcit complètement ce parcours pour vous, les marques. Et on a fait un zoom sur l'apparition de ces résumés IA, en particulier chez iOverview, chez Google. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a cumulé toutes les études qui sont passées sur le sujet. Je les ai mis à droite, les sources. Et vous voyez que là aussi, les chiffres confirment ce qu'on a vu juste avant. C'est-à-dire que ces IA Search sont les plus déployés dans les parties hautes du funnel, quand on découvre un nouveau sujet, quand on a besoin de comprendre et qu'on commence ensuite à comparer. Vous voyez que dans la première partie informative, ça va de 60 à 80% d'apparition des AI Overview, donc sauf en France, ça ne saurait tarder, mais ça n'est pas encore le cas. Mais la mi-année arrive et je pense qu'il faut commencer à s'y préparer. La partie commerciale, comparaison, à peu près 20%. Et bien sûr, ça aussi, ça va dépendre des secteurs d'activité, mais on va en reparler. Et puis ensuite, plus on va vers le transactionnel, voire le pur shopping, moins ces AI Overview apparaissent, parce que c'est pas leur rôle, c'est pas leur vocation, en tout cas pas pour le moment, sur un AI Overview. Mais n'empêche que ça arrive. Et vous l'avez compris, ces apparitions-là ont un effet, c'est celle de finalement réduire les clics pour vous. Donc avec les IA génératives, et on peut finir ce plantage de décor, on va dire, ce premier paysage de la façon suivante. Avec les IA génératives, on passe d'une ère d'acquisition de trafic à une ère de disponibilité mentale de votre marque et d'influence. Il faut qu'elle soit associée, en fin de compte, à votre thématique, à votre contexte. Et ça bouscule véritablement les marketeurs. On y reviendra. Et un petit sondage avant de rentrer dans le concret, c'est où est-ce que vous en êtes sur le GEO pour votre marque? Vous avez le sondage à droite dans la colonne du chat. Est-ce que vous en parlez pas encore en interne? Est-ce que c'est un sujet sur la table et que voilà, vous commencez à observer? Est-ce que vous avez déjà lancé des tests et des audits? Ou alors, réponse D, vous êtes déjà rodé. Vous avez une stratégie structurée qui est en cours. Voilà, et puis je vous donnerai un peu les résultats au fur et à mesure de l'avancée du webinaire. Allez-y, messieurs. Merci Xavier et merci David d'avoir posé le cadre. Donc maintenant, passons au concret. C'est un peu l'objet de ce webinaire. Qu'est-ce qui change vraiment pour vous, pour vos marques? Donc on va passer de la théorie vers l'opérationnel avec des cas clients réels. Donc c'est là que ça devient intéressant. Le fil rouge de cette partie, donc c'est des questions clés qu'on se pose tous. Le rôle du earn, la connaissance des personas, l'impact de la technique, l'anglais aussi, le local, la fraîcheur des contenus, et on terminera sur les KPI à l'ère du géo. Donc, on répond avec ce qu'on a observé et ce qu'on observe toujours au quotidien. Donc, pour chacune des questions, vous verrez, on confrontera ce que disent les études publiées, sur lesquelles on s'appuie également, et ce qu'on a réellement appris en faisant avec nos clients. Donc, la première question, et pas la moindre, c'est les études disent le earn media domine. Mais est-ce que c'est vrai partout et tout le temps? Donc, on va voir que la réponse est beaucoup plus nuancée qu'il n'y paraît. Et juste pour rappel, le earn, c'est vraiment ce qui correspond à des contenus qui sont repris volontairement par des médias tiers, donc des journalistes ou des influenceurs, notamment. Et ces contenus, souvent, s'appuient sur le contenu de la marque pour fabriquer ou sourcer leur contenu.
Donc voilà ce que disent les études, notamment ici, c'est celle de SimilarWeb. Donc sur l'ensemble des citations des LLM, le earned media, on a aussi les sites d'avis, les UGC, donc les contenus générés par les utilisateurs, dominent largement. Donc là, si on regarde sur ChatGPT, on est à peu près à 54%. Sur iMod, ça va au-delà des 60%. Mais ça, c'est une moyenne. Et en réalité, c'est très différent selon les secteurs et surtout selon les phases de parcours d'achat. Et c'est ce qu'on va voir maintenant un peu plus en détail. Donc, le premier contre-exemple, c'est l'IT et notamment les ERP. Donc ici, c'est vraiment les éditeurs eux-mêmes qui dominent, puis les cabinets de conseil, on le voit en deuxième. Et les médias verticaux ne dominent pas ici, bien qu'ils occupent toujours une place stratégique, on le voit en 5e position. Donc, sur ce secteur, en tout cas sur cette analyse qu'on a pu opérer, le owned, c'est vraiment le point principal, l'expertise qui prime, non, c'est le earned, pardon, excusez-moi, qui prime, le owned. En santé, sur des prompts de parcours de soins ou des prises de rendez-vous, là, on retrouve d'abord les cabinets spécialisés, puis les acteurs du marché, et ensuite, on retrouve les médias verticaux. Donc là encore, les médias ne dominent pas, mais ils font clairement partie de l'équation gagnante. Hein, et le earned existe, mais il n'est toujours pas le moteur principal sur ce secteur d'activité, sur cette étude précise. Dans le secteur bancaire, donc là, il y a un changement complet de paysage. Les médias sont bien présents, mais ce sont les courtiers et les comparateurs qui dominent le parcours. Notamment, on le voit sur la phase d'exploration et sur la phase de comparaison. Les courtiers et comparateurs sont très présents. Les médias aussi sur la phase d'exploration et comparaison. Par contre, quand on approche de la conversion, ils n'étaient pas du tout présents dans le cadre de cette étude. Et pour le local, donc là, c'est vraiment encore différent. Donc là, c'est une étude sur des stations de lavage. Et là, ce sont les centres eux-mêmes qui dominent, suivis des annuaires, puis des médias. Donc ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est que dans chaque secteur, il y a ses propres règles du jeu géo, entre guillemets. Le earn existe, évidemment, mais ça ne domine pas systématiquement les réponses. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut vraiment dominer sa thématique sans earn media, donc sans relation presse, sans UGC externe, sans avis? Et oui, c'est possible. Hein. Donc là, c'est le cas de SAP notamment, qui arrive à dominer leur sujet uniquement avec du owned. Donc, il y a leur site, leur communauté, le Learning Center, la newsroom, et tout est en sous-domaine. Et même le tour de force là qu'on pourrait vraiment mettre en avant, c'est que même les contenus générés par les utilisateurs se passent chez eux. Donc, ils ont vraiment réussi à internaliser tout l'écosystème complet et vraiment à avoir toute cette visibilité sur ChatGPT, là en l'occurrence, et Google Overview, sans vraiment passer par le earned media. Voilà, les chiffres qu'on voyait, c'était le nombre de mentions, hein, juste pour la précision. Merci David de préciser. Alors, donc je suppose que c'est à moi. C'est ça. Sur la partie earned, c'est important de s'y attarder quand même, parce qu'effectivement, on voit, et merci pour les précisions, Florian, c'est vrai que le earned, il est possible, avec le owned, il est possible de prendre position de façon très forte. Mais c'est pas la norme non plus, et on voit que le earned est extrêmement important. Si on va expliquer pourquoi sur la slide suivante. Si on regarde sur la droite, c'est quelque chose, si vous nous suivez, que j'ai déjà pu montrer par le passé. On voit en fait les deals, mais aussi en rouge les procès. Ce qui nous intéresse ici, c'est le bleu, les deals entre les principaux LLM, oui, Perplexity, OpenAI, même Mistral, avec des organes de presse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est nécessaire de s'acheter une crédibilité. C'est bien de manger tout le contenu du web, mais à un moment donné, vous êtes obligé d'avoir des sources crédibles de contenu depuis des années, et c'est ainsi qu'OpenAI s'entraîne sur des bases de données énormes en France, avec celle de Le Monde, par exemple, ou l'AFP pour Mistral, par exemple. Et on voit que c'est nécessaire, on voit que c'est une obligation de qualité pour être crédible, à tel point, les médias ont un tel impact que Gartner prédit que le doublement finalement des budgets de la communication pour les RP, principalement boostés par le GEO. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que les médias
bah, une fois que la marque est dedans, bah, ils sont surreprésentés dans les réponses des LLM. Donc ça, c'est loin d'être neutre comme signal. Alors nous, on a pu en faire l'expérience depuis un petit moment. Ici, avec le cas deuxièmeavis.fr, qui est un de nos clients qu'on accompagne en RP depuis 2018. Et en fait, on a séparé. Donc, Deuxième Avis est une plateforme de deuxième avis médical. Donc, ça s'adresse à tout le monde. Elle est même remboursée par certaines mutuelles. Donc, lorsque vous avez des pathologies plus ou moins lourdes, vous pouvez faire appel à un deuxième avis d'un médecin spécialisé et c'est pris en charge. Voilà. Donc, on a fait 2 types de prompts. 7 persona, 30 prompts, pardon, je vais y arriver. Donc, soit 210 en générique, par exemple, deuxième avis médical en ligne, quelle plateforme offre le meilleur support client. Et puis ensuite, autour de pathologie, il y en a 800 qui sont couvertes. Par exemple, j'aimerais un deuxième avis médical pour telle pathologie. Donc, ça fait énormément de prompts. Et voilà les résultats qu'on a obtenus. Donc 60 à 80 retombées presse depuis 2018, ça fait près de 500 au total. Et en fait, voilà les visibilités qu'on a eues. Donc 20% de taux de détection. Donc un taux de détection, pour nous, c'est le nombre de passages où la marque a été trouvée, mentionnée ou citée dans les sources, par rapport au nombre total de réponses au global. Hein. Donc 20% de taux de détection pour les questions informationnelles liées aux pathologies, donc sur 800, et 51, donc près d'une réponse sur 2 en générique, deuxièmeavis.fr est mentionné. On a bien fait attention d'isoler le nom de domaine versus le mot générique. Donc là, on préempte carrément la thématique, et ça, c'est en particulier grâce aux relations presse. Voilà, donc une contribution qui est significative parce que vous avez un taux de détection différent, alors selon les personas, hein, de 30 à 65% selon les personas. Pour rappel, il y en avait 7. Un taux de détection aussi différent selon les LLM, 38 pour ChatGPT, 40 pour Perplexity, 75 pour Gemini, donc ça c'est énorme, et un taux de détection unique pour ChatGPT pour l'informationnel, parce qu'on n'avait pas testé l'autre partie dans Gemini. Voilà, mais ce qui nous impressionne, c'est sur Gemini. C'est assez énorme, et là on voit complètement le poids des relations presse pour façonner la réponse. Voilà à quoi ça ressemble. Hein. C'est juste une copie d'écran du tool qu'on utilise chez WAM, ou en tout cas là pour ce sujet spécifique, avec 51% sur la partie informationnelle pure, générique. Alors l'impact collatéral sur la marque, et c'est ça qui est important aussi en tant que communicant, c'est qu'en réalité, depuis qu'on travaille ces relations presse, on a agi pas simplement sur la visibilité dans les LLM, mais aussi sur le poids de la marque et sa mémorisation. Et ça c'est important à comprendre. C'est-à-dire que la marque elle-même, deuxièmeavis.fr, est passée de 5700 recherches par mois dans Google en 2023, donc exprimées dans Google, en début d'année 7,5, voire l'année dernière, ça c'est même allé jusqu'à 8500. Et le trafic sur la homepage, donc dépendant du nom deuxième avis, a lui aussi augmenté de 82% depuis 2023. Donc en fait, c'est ça l'objectif des relations presse, c'est d'inscrire la marque dans l'esprit des gens pour qu'ils pensent à vous directement au moment où ils ont un besoin précis. Ici, c'est que je recherche un deuxième avis médical. Évidemment, le fait de s'appeler deuxième avis est un peu la cerise sur le gâteau ou la quintessence de la science de marque. Il n'empêche que là, on voit bien les effets primaires et prioritaires sur la mémorisation de la marque, et les effets secondaires qui sont la mémorisation par les LLM, tout simplement. Donc en complément, hein, on pourrait dire aussi, on ne l'a pas fait ici, mais qu'acheter une présence dans les médias pourrait encore renforcer la science de marque. Donc le fait d'associer votre marque à un contexte précis. J'ai besoin d'un deuxième avis, je pense à deuxièmeavis.fr. Là où l'organique met du temps à s'ancrer dans les neurones de l'IA, je ne dis pas que la période 2018-2026 est systématique pour ancrer une marque dans la tête des utilisateurs et dans les neurones de l'IA. Il n'empêche que le temps a joué pour nous,
et a permis vraiment de préempter ici les réponses de façon durable. Voilà. Et encore une fois, l'achat dans des publi-reportages, je regardais hier par exemple Le Monde, créer des sous-domaines sous lemonde.fr. Si vous achetez une présence, si c'est bien fait, ça clairement c'est un atout aussi pour ChatGPT, mais privilégier d'abord l'organique et ce genre de dispositif en complément pour amplifier et non pas tout baser dessus. Merci David. Et côté shared media, donc on a parlé du owned, on a parlé du earned, mais qu'en est-il du shared media? Donc là, quand on dit shared media, on va parler des réseaux sociaux. Est-ce que ça joue aussi un rôle dans les réponses des IA? Donc on va regarder ça. Ce qu'on observe globalement, donc là on s'appuie sur l'étude d'Atos Spartoro. Donc après une requête sur ChatGPT, les utilisateurs cliquent beaucoup vers les réseaux sociaux. Donc là on voit en l'occurrence, on voit YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram et Reddit. Donc ça c'est la photo générale, mais comme toujours, on va le voir juste après, ça dépend vraiment du secteur. Donc là ce qu'on peut noter en tout cas, c'est la montée en puissance de Reddit qui est en 15e position en fin 2024 et qui est en 9e position déjà en fin 2025. Donc, comme je disais, c'est à nuancer. Et le premier contre-exemple flagrant, donc c'est la santé et l'assurance. Ici, ça va être encore les sites institutionnels comme Amélie qui dominent. Donc, pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire que sur des sujets Your Money, Your Life, on connaît bien sur Google, ChatGPT a aussi besoin de tiers de confiance. Donc, c'est pour ça là qu'on retrouve des sites institutionnels et pas forcément des réseaux sociaux. Même logique dans l'auto. Donc là, c'est un exemple sur les pièces détachées. On retrouve d'abord les sites de pièces, des garages et des sites d'achat de véhicules, puis des médias auto, constructeurs, des forums. Et là encore, on ne trouve pas de réseaux sociaux à la suite d'une recherche. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur nos cas clients et sur les citations? Donc là, c'est un exemple sur le secteur des jeux vidéo. Donc là encore, on regarde sur la base des prompts qu'on avait effectués le nombre de citations. Donc dans le jeu vidéo, là en l'occurrence, on regarde, parce qu'on va faire la différence, vous verrez, Google AI Overview. Et là, c'est vraiment les réseaux sociaux qui dominent très largement. Notamment, on voit en première position YouTube avec 25 citations. Et ensuite, on retrouve Reddit avec 11 citations. Mais sur ChatGPT, donc là, on est sur le même secteur, exactement les mêmes prompts. Là, c'est tout l'inverse. Le shared pèse beaucoup moins et c'est le owned qui va dominer. Donc, on le voit en premier. Et le share, les réseaux sociaux, sont beaucoup plus loin. Reddit, là, arrive en 8e position et YouTube n'est même pas dans le classement. Donc, on voit vraiment la différence entre AI Overview et ici ChatGPT. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, en tout cas, c'est que le poids du shared, il est important, mais il varie vraiment beaucoup en fonction du secteur dans un premier temps, et comme on vient de le voir, en fonction du moteur utilisé. Donc la deuxième grande question, c'est un peu attardé sur la première, on va essayer d'aller un peu plus vite sur le reste, parce qu'il y a encore pas mal de choses à voir. On entend partout qu'il faut connaître ces personas sur les bouts des doigts pour le géo. Et la question de se dire, est-ce que c'est un vrai levier? Donc, on peut être tenté, en tout cas, d'utiliser des outils comme ChatGPT ou Claude pour générer des personas. Donc, c'est un raccourci qui est assez intéressant, mais qui est quand même assez risqué parce que l'IA produit souvent des profils qui vont être génériques et parfois, ça peut être un peu éloigné de vos clients et de la réalité. Il y a d'autres outils, là, en l'occurrence, c'est ce qu'il y a en screenshot, comme Gumshoe, qui est un outil qui est spécialisé dans le géo. Donc, eux, ils font également ce travail, mais pour le coup, là, c'est plutôt bien réussi. Mais en tout cas, il faut quand même croiser avec vos données portefeuille, parce que sinon, on ne fait qu'empiler des hypothèses sur des hypothèses, et donc des personas qui sont construits sur des suppositions plutôt que sur des faits, on finit en tout cas un peu par s'éloigner de la réalité du terrain. Donc là, l'exemple en IT, B2B, donc c'est très niche, mais en tout cas, là, les personas, ils ont été construits à partir du CRM du client. Donc, on s'appuie sur des données réelles, de chiffres d'affaires. Les intentions, là, sont issues d'interviews terrain avec des consultants, avec des commerciaux. Et ça, l'IA peut venir compléter,
Mais tout basé dessus, ça serait une erreur marketing. Donc, les vraies données maximisent la rencontre avec votre audience. Donc, c'est important d'avoir vraiment des données portefeuille. Donc là, c'est la même logique sur les prompts, hein. L'IA peut vous donner des idées, ça peut vous donner des requêtes, mais les vrais prompts de vos clients, ils sont vraiment encore dans vos données. Alors, ça peut être issu des centres d'appel, du support ou des échanges commerciaux, mais c'est vraiment là que se trouvent les mots justes que vos clients utilisent réellement pour votre niche. Un autre exemple dans le secteur de l'IT encore, B2B. Donc là, les intentions, on le sait, ça évolue en tout cas à chaque étape du parcours. Et pour bien les comprendre, là encore, on s'appuie sur des données issues du portefeuille client et sur un travail d'interview terrain qui a été mené avec les consultants et les commerciaux, encore une fois, afin de rester au plus près des besoins. Et là, l'IA, là encore, peut compléter et enrichir ces insights. Un autre cas dans le secteur immobilier ici, là, on est allé encore beaucoup plus loin. Les intentions viennent toujours d'une base client, mais là, ça vient des centres d'appel, des moteurs internes et des agents conversationnels. Donc, ces données, on les a ensuite croisées avec des volumes de recherche Google, notamment avec les People Also Ask, les PA, afin de valider et enrichir les tendances qu'on a pu observer, qu'on a pu relever sur la base des données clients. Donc là, le résultat, en tout cas, c'est une cartographie qui est ultra fine, avec des vraies attentes et aussi avec des données à l'appui, parce qu'on a réussi à mesurer, en tout cas, à donner un volume de recherche avec des outils de Google. Donc, ce qu'on retient, en tout cas, sur cette partie-là, c'est que sans les données clients, donc les personas, ça va rester vraiment des hypothèses. Et comme on l'a précisé précédemment, le risque est vraiment de s'éloigner de la réalité terrain. C'est d'avoir des hypothèses sur des hypothèses. Et donc là, si on s'appuie déjà avec des données clients, on peut être vraiment plus précis, quoi. Un autre point qui est super important, c'est est-ce que l'information résolutive, inédite, a un vrai impact sur la visibilité géo? C'est ce qu'on nous pose très souvent comme question. Eh bien, je vous amène sur le cas deuxièmeavis.fr à nouveau, sur lequel vous avez vu qu'on obtient des résultats assez exceptionnels. Pour rappel, sur des prompts génériques, une réponse sur 2 des LLM mentionne deuxièmeavis.fr. Et en fait, ça n'est pas dû au hasard. On a su créer au fil du temps, avec notre client, du contenu à haute valeur ajoutée, inédit pour le coup, clairement basé sur des sondages avec OpinionWay, qui nous permettent, et on les a encadrés ici sur l'écran, et bien des statistiques qu'on n'obtient pas autrement qu'avec les sondages qu'on peut créer. Donc ça crée du contenu unique, ça crée du contenu inédit, exclusif, et surtout résolutif, parce qu'il apporte des réponses concrètes, des repères, un référentiel, en l'occurrence sur le deuxième avis médical, pour des futurs patients. Et ça, c'est une valeur énorme pour les LLM, parce que si l'information existe déjà, elle n'a pas besoin de vous. Voilà, et on voit encore une fois, slide suivant, je vous ai remis les statistiques qu'on a obtenues, mais à la fois c'est un très bon matériau pour les journalistes. C'est comme ça qu'on obtient à peu près 80 retombées par an, donc près de 500 au total, parce qu'on amène du contenu à haute valeur ajoutée pour les journalistes et de façon ciblée sur les bons médias verticaux ou nationaux. Et puis, on obtient comme ça des scores de visibilité assez importants. Et slide suivante, on peut voir aussi qu'on a obtenu ce type de résultat assez tonitruant également avec un autre client qui s'appelle Sofiap, une filiale de la banque postale, dont le métier est le prêt subventionné par l'entreprise pour ses salariés. Et en fait, là, on obtient, vous voyez ici, on a une trentaine de questions qui ne mentionnent pas du tout le client, mais véritablement son sujet, c'est-à-dire et le contexte, les prêts subventionnés par l'entreprise, qu'est-ce que c'est, etc. Et là, on voit que la marque est citée dans les sources à 75%, et regardez tout à droite, de 1 à 11 fois dans les sources. Donc là aussi, on arrive sur une niche à carrément préempter la visibilité, alors bien sûr avec des RP, mais là aussi, slide suivante, avec des contenus, alors c'est pas la même slide qu'avant, mais elle ressemble beaucoup, avec une enquête Ipsos qu'on a fait une première année et qui est même devenue un baromètre annuel
où on vient amener l'évolution du rapport des Français salariés avec la propriété immobilière et l'importance d'habiter près ou non de son travail. Et ce sont des données qui vont intéresser beaucoup de médias. Donc oui, l'information résolutive est importante pour le owned, mais aussi pour alimenter le earned, les journalistes et les médias. Et donc là aussi, on voit slide suivante, les retombées, elles sont énormes. Hein. Là, pour le coup, c'est 125 retombées en 2025. Il y en avait eu 115 en 2024, avec une mémorisation de la marque très importante, plus 50% de recherches exprimées dans Google sur la marque, et plus 48% de trafic marque obtenu sur la période, et puis 75% des réponses liées aux questions et aux prompts mentionnent notre client Sofiap. Et je vous ai mis le cas à télécharger qui est sur notre site du cas Sofiap pour aller beaucoup plus loin dans les détails. Il reste un quart d'heure, messieurs. Allez, juste un petit point sur le technique. La visibilité est impactée par le technique sur le géo. Donc là encore, hein, le premier point, en tout cas, et pas des moindres, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité des bots LLM ne lisent pas le JavaScript. Donc ce que ça veut dire que si votre contenu il est rendu côté client, il est tout simplement invisible pour ChatGPT, Perplexity ou autre. Donc là, un petit aperçu avec Essence.js. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que le rendu côté client, ça peut poser vraiment des limites et parce qu'il n'exécute pas toujours. Et là, on peut le voir effectivement sur un cas client, sur le nombre de citations sur des prompts qui ont été sélectionnés. On peut voir en bas la typologie de site qui utilise du JavaScript. Et là, en l'occurrence, on peut voir que sur la FAQ qui est en 100% JavaScript, il n'y a aucune citation parce que effectivement, on voit que les LLM n'arrivent pas à voir le contenu qui sont sur ces sites. Donc là, ce point technique est vraiment important. La solution la plus robuste, en tout cas, sans trop s'attarder, ça va être le server-side rendering. Il y a d'autres choses en complément qui peuvent être faites en alternative, comme du NoScript. Mais en tout cas, le server-side rendering, c'est vraiment la solution à adopter et surtout à vérifier en amont d'un audit. Au-delà du JS, donc là, il n'y a rien de révolutionnaire par rapport à ce qu'on connaît sur le SEO. Mais il y a des bases qui sont vraiment aujourd'hui non négociables. Il y a le temps de chargement qui doit être moins d'1 seconde. Il y a toutes les données structurées qui sont vraiment importantes où là, il faut essayer de vraiment d'être exhaustif et surtout à jour pour arriver vraiment à bien se positionner. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, en tout cas, c'est que la performance technique, c'est vraiment un levier ici. Hein, on ne peut pas s'en passer, mais ce n'est pas une fin en soi. Hein. Le contenu, ça reste vraiment central. C'est une façon de mettre en avant le contenu. Mais en tout cas, on ne peut pas se passer du technique. Dans le SEO, on le savait, mais dans le géo, c'est encore plus flagrant. La question suivante, très fréquemment posée par nos clients, c'est est-ce qu'il faut publier en anglais pour exister dans les réponses IA? Donc, on a vu pas mal d'affirmations préemptoires circuler et on a testé et voici ce qu'on observe vraiment. Ce qu'on observait, en tout cas, vraiment, vous verrez pourquoi. Donc, chaque GPT favorisait la langue anglophone pour citer ses sources. C'est ce qu'on a constaté. Donc là, c'est je t'explique juste après ou juste avant, je ne sais plus. C'est les query fan-out. Donc, quand vous faites une recherche sur ChatGPT, ChatGPT, en l'occurrence, va faire d'autres recherches pour vraiment couvrir et avoir la meilleure réponse. Donc, sur la plupart, il y avait toujours des query fan-out, comme on appelle en anglais. Et ça, c'était sur notre cas, en tout cas, dans le secteur de la santé, on voit que 42% des réponses ChatGPT citaient des sites anglophones et c'est encore plus marqué pour les infos médicales. On passait à 65% et jusqu'à 95% sur les guides pratiques. Mais, et c'est là que ça devient encore intéressant, dès qu'on passe sur des requêtes de proximité, donc là, en l'occurrence, rendez-vous près de chez moi, Presbytie, pardon, ce sont logiquement les sites français qui dominent parce que l'anglais sur l'informatif et le français sur le transactionnel et le plus local, il y a plus de pertinence. Même logique sur les centres de lavage. Donc, dès qu'on tape station de lavage près de chez moi,
le français reprend la main. Et là, la langue dépendait du type de requête, donc pas du secteur. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est que sur l'informatif, c'était plutôt anglais. Quand on va sur des requêtes informationnelles, proches de la conversion et locale, pardon, on est plus sur le français. Mais tout ça, ça a changé. Donc là, c'est ce que je précisais juste un peu avant, c'est que les query fan-out ont changé. Donc les query fan-out, c'est l'élargissement du champ initial de votre prompt pour couvrir toutes les intentions implicites. Et pour rappel, avant, votre prompt en français générait quasi systématiquement deux recherches. On avait une en français et une en anglais. Et aujourd'hui, cette recherche se fait uniquement en français et avec une recherche. Donc, pour vous donner un exemple, là, en l'occurrence, un exemple de la mutuelle, qu'est-ce qui n'est pas pris en charge dans une mutuelle senior? Avant, sur ChatGPT 5.2, on avait bien les deux query fan-out, une en français et une en anglais. Et sur la nouvelle version 5.3, on a vraiment seulement une version qui est en française. Donc, c'est là le changement. C'est pour ça qu'on voit beaucoup moins de sites anglais qui sont cités dans les réponses. Donc là, les évolutions sont rapides, mais en tout cas, on reste persuadé qu'il est inutile de traduire vos contenus aujourd'hui. Donc, il faut vraiment publier directement dans la log de vos clients. C'est ce qui fonctionne le mieux. Et un petit exemple sur la question suivante, plus orienté local. Est-ce que le store locateur, c'est un outil qu'on a tous sur notre site pour localiser nos points de vente? Est-ce que ça pèse vraiment dans la visibilité géo? Oui. Donc là, c'est un cas de centre de lavage auto. Donc sur des requêtes station de lavage plus ville, les réponses sont dominées vraiment par les centres et leur store locateur précisément. Donc là, notre client, en l'occurrence, il obtient un score de détection de 52% et occupe vraiment la première place face à ses concurrents. Et là, on peut voir qu'effectivement, le store locateur, c'est vraiment un actif géo massif qui est encore un peu sous-exploité, mais qui apporte vraiment un avantage concurrentiel important sur le géo. Et la dernière question, ça va être sur la fraîcheur des contenus. Est-ce que la fraîcheur des contenus compte vraiment? On entend souvent qu'il faut publier régulièrement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un vrai critère pour les IA? Il y a quelques chiffres qui sont très parlants, en tout cas, avant d'arriver sur les données. Donc, les contenus cités par ChatGPT, donc là, on se base sur une étude Ahrefs, ont en moyenne 950 jours depuis leur publication, contre 1430 jours pour les résultats SEO classiques. Donc, autrement dit, les IA citent des contenus 49% plus récents que Google sur sa partie organique. Donc là on peut voir, en tout cas à partir de ces données, que la fraîcheur des contenus, ce n'est pas un confort, c'est vraiment un signal de sélection. Plus globalement, va y avoir une observation entre deux signaux qui sont distincts. Donc, on a d'une part la date de publication. Donc, effectivement, les IA s'appuient sur des contenus nettement plus récents que sur les résultats organiques de Google, avec un écart moyen de 368 jours, c'est énorme, et jusqu'à 458 jours d'avance pour ChatGPT. Sur la partie date de dernière mise à jour, donc l'écart là, il est un peu plus réduit, c'est 900 jours contre 1047 pour Google. Et ça suggère aussi que les IA ne se contentent pas de privilégier des contenus récents, mais savent aussi distinguer un contenu qui est réellement actualisé d'un contenu simplement ancien, mais réédité pour le rafraîchir. Et là, une illustration concrète, toujours dans le domaine de la santé, sur une partie informationnelle. Là, on voit que sur les 10 URL, sur les 13 URL cités, il y en a 10 qui avaient une date de mise à jour qui est entre novembre 2025 et janvier 2026, sachant que là, l'étude avait été réalisée en février 2026. Donc, comme une thématique sur la santé, on voit que le contenu frais, il domine vraiment la majorité des contenus au moins de 3 mois. Et ça peut s'expliquer assez simplement. Donc, on sait pour ChatGPT, il y a des données de pré-entraînement. Donc là, c'est comment il alimente son modèle. Mais il y a aussi toute la partie de recherche web en temps réel. Donc là, ChatGPT va vraiment interroger Google, par exemple, sur du contenu frais. Et là, on
On comprend pourquoi il y a ces besoins de contenu frais, parce que tout d'abord, s'il passe par les moteurs de recherche, Google update régulièrement ses résultats. ChatGPT va s'appuyer sur ce moteur et va systématiquement donner du contenu plus récent à ses utilisateurs, surtout si la requête initiale était sur quelque chose d'assez temporel. Donc là, ce qu'on peut retenir, c'est que cadencer, actualiser ou dater son contenu, hein, c'est plus quelque chose de nice to have, entre guillemets, mais c'est vraiment un véritable levier de pilotage éditorial. Et la fraîcheur du contenu, hein, c'est ce que je viens de préciser, c'est vraiment plus un détail, c'est un critère de sélection des IA. Et sur votre thématique, un contenu qui vieillit, potentiellement, c'est un contenu qui peut disparaître des réponses. Allez, il me reste 5 minutes pour vous montrer la méthodologie, parce que tous ces constats sont extrêmement importants. Ce qui est à retenir, c'est que les études qui paraissent en ligne sont des repères, mais vous voyez à travers nos différents résultats de cas clients qu'en fait c'est la nuance qui est importante, et que le contexte, le secteur va beaucoup inciter et influencer le type de réponse. Donc on va faire de l'ad hoc. On peut passer au point suivant. En fait, notre réponse à ces aléas et au fait que le contexte change à chaque fois, c'est que si vous n'avez pas une approche méthodologique, en fait, il n'y a pas de géo, parce qu'il faut cadrer ce travail, sinon on peut partir dans tous les sens. Et cette approche méthodologique, effectivement, c'est notre audit géo qu'on fait pour nos clients et qu'on met en place. Donc, n'hésitez pas, je vous envoie le lien à droite si ça vous intéresse. On appelle ça le POC Géo chez WAM, et ça nous permet, tout ce que vous voyez là en tant qu'info concrète, c'est sorti des audits qu'on a fait pour nos clients et les stratégies géo qu'on met en place pour nos clients. Sinon, vous tapez audit géo WAM aussi sur Google, ça marche. Exactement. Et je voulais mettre cette slide parce que on voit naître beaucoup de prestations géo, et on comprend, puisque c'est le nouveau sujet, et que un Français sur 2 utilise l'IA aujourd'hui. C'est le dernier sondage Google qui est paru. Mais trop souvent, on voit encore des budgets géo qui ressemblent à ça. C'est-à-dire la moitié du budget est mis dans un outil de visibilité. Je crois qu'on se trompe si on fait ça. À mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement parce que le sujet doit être la stratégie. Ensuite, on voit la création des actifs marketing, owned, earned, et c'est ça qui doit faire l'objet de l'effort. Donc, les dépenses liées aux outils, c'est la slide suivante, ne devraient pas dépasser, selon nous, 10 à 15% de la stratégie, de l'ensemble d'ailleurs. C'est la stratégie et l'exécution qui doivent constituer l'essentiel du budget. Ça me semble important de le préciser. L'outil vient en complément. Vous n'êtes pas obligé de vous armer du plus bel outil qui soit. Sans méthodo, vous n'allez pas mesurer grand-chose. Alors justement, il faut une méthodologie claire, au risque de s'éparpiller. On va vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Pour nous, elle est en 5 points. Tout commence par un audit de visibilité. Donc on valide la thématique à tester. Donc quel est le contexte le plus important pour vous et dans lequel vous êtes censé revenir à l'esprit de vos utilisateurs. Ensuite, comme nous l'a rappelé Florian, on identifie les personas sur la base de données portefeuille, vos CRM, avec vos commerciaux, et de données web, pour comprendre qui ils sont et quelles sont, à travers des prompts, leurs principales préoccupations. Et sur la base des prompts sélectionnés, on va créer un audit de visibilité, et c'est là qu'on va utiliser un outil pour comprendre qui recherche quoi et comment. Voilà, et il y a une batterie de questions. Quelles sont les marques les plus citées, les plus mentionnées? C'est ça qu'on va aller chercher, identifier. Les marques, votre marque est-elle citée, mentionnée? Comment? Est-ce que le contenu qui ressort est le bon? Est-ce qu'il est frais, comme nous disait Florian? Vos concurrents sont-ils mentionnés également, cités? Quels sont les types de contenus qui ressortent le plus? Du own, du earned, comme nous le montrait Florian? Sous quel format? Des contenus CP, donc communiqué de presse, vidéo, conseils, tribunes, articles, sponsors, etc. Bref, quelle est la part du own, du earn dans les sources?
il y a une multitude d'informations qui nous permettent de dresser une cartographie, et c'est le point 4, de vos contenus existants, owned, earned, pour savoir si vous avez le bon inventaire ou s'il faut le combler et comment. Bien sûr, on regarde aussi l'audit technique. Florian nous a éclairé sur les points de passage à vérifier. Et à partir de là, on établit seulement un plan d'action sur mesure, encore une fois sur mesure, parce qu'il est différent à chaque fois, incluant des recommandations techniques, éditoriales owned, earned, voire amplification par l'achat de contenu, ou la présence pour influencer les réponses ailleurs, des vidéos aussi, chez vous ailleurs. Et là, on a un plan de bataille ad hoc pour booster votre visibilité géo. Donc le plan d'action, il vous permet d'avoir la bonne répartition entre actions owned, earned, et ensuite, et seulement ensuite, après cette phase d'audit, on construit la tactique adaptée à votre marque. C'est ce que nous disait Marion, qui m'avait accompagné au SMX à Paris et qui en avait déjà témoigné. Alors vous allez me dire, mais ça ressemble à quoi en fait un plan d'action? Ça peut ressembler à quelque chose comme ça. C'est-à-dire une base, voilà, un exemple de base de stratégie de contenu géo, owned, earned et social, et y compris donc tout à droite chez vous. Et là, on voit, par exemple, pour une cible TPE, petite PME, dans la phase de découverte, eh bien, l'arsenal de contenu qu'il faut déployer tout à gauche, entre contenu chez vous et hébergé ailleurs, voire du sponsorisé, parce que dans ce domaine-là spécifique, LinkedIn, YouTube, des conseils édito et articles sponsorisés étaient la réponse. Dans une phase de veille, pour TPE, PME, ETI, on voyait que c'était des contenus encore un peu différents, avec de l'actualité notamment. Phase d'exploration, phase de comparaison. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir composer sur différents prismes, par cible et par étape du parcours de recherche, une synchronisation du discours et un effort de répétition à différents endroits pour influencer la réponse. Encore une fois, c'est une vue de l'esprit qu'on vous montre ici, jusqu'à une phase de conversion où ça se passe plutôt chez le client, avec pourquoi pas une page offre, un store lock, voire un Google My Business. Voilà, et il y a évidemment la partie technique associée, mais je m'y attarde pas plus que ça. Florian nous en a parlé, mais c'est des checks qu'on fait déjà pour le SEO et qu'on fait y compris pour le GEO. Voilà, en tout cas, et c'est les deux dernières slides qui me semblent importantes avant de clôturer avec Florian, à vous donner, à vous montrer, c'est que ce travail de plan d'action, il doit monter d'un niveau par rapport au SEO, c'est-à-dire qu'il doit se désiloter totalement. On ne peut pas confier un travail et une stratégie de géo au SEO et qu'ils le fassent dans leur coin. Tout le monde doit remonter d'un cran et c'est tout le marketing et la com de l'entreprise, voire la direction dans les PME, qui doivent travailler ensemble autour d'un même objectif en coordonnant les prises de parole. Ça, c'est un vrai changement fondamental d'organisation. J'ai essayé de le schématiser juste après. Donc, product owner, social, commercial, marketing, voire RH pour la marque employeur, l'IT aussi. Tout ce petit monde doit travailler ensemble et se décloisonner pour réussir. C'est vraiment un facteur clé de réussite. Pour moi, c'est 60% de la réussite d'un projet de géo repose sur ce facteur X qui est l'organisation. Voilà, si on n'est pas capable de travailler ensemble lors d'instances prédéfinies pour se coordonner, ça ne marche pas. Et la slide d'après, pour moi, est la formule que vous devez retenir. La visibilité IA Search va fonctionner si vous savez coordonner vos équipes, et c'est tous les contributeurs de la marque, donc pas uniquement les équipes SEO, et on doit mettre notamment autour de la table, et ça c'est nouveau pour moi, ou en tout cas, je le vois peu, c'est des équipes SEO, édito et RP, la com et marketing qui se serrent la main, la synchronisation du discours, et enfin la répétition. Coordination, synchronisation, répétition, c'est ça qui fonctionne. Et bien sûr, en chapeau, l'analyse, parce que des fois, il faut corriger. Mais si vous arrivez à faire ça, ça fonctionne. Et ça, c'est d'abord un facteur humain et organisationnel.
Tout ce qu'on a vu avec Florian, qu'on vous a présenté, ne vaut rien si on n'est pas capable de faire ça. Et ça, dans les grands groupes, c'est une révolution, et c'est le plus dur, à mobiliser les gens et se coordonner. Et dans les PME, souvent, on est plus agile aussi, c'est comme ça. Hein. C'est une question d'échelle, je dirais. Mais ça, c'est vraiment le point clé. Voilà. Je vous partage la tribune qui est sortie dans Stratégie où tu en parles, David, en commentaire pour aller plus loin. On a beaucoup de questions, messieurs, donc très bien. C'est pas que je veux on vous a fini. presser, mais ça marche. Il nous reste 3 slides. Et ça, effectivement, tout ce qu'on a vu, ça nécessite de faire évoluer nos KPI. Ce qu'on pouvait avoir avant, le trafic, les positions, le taux de clic, ça suffit plus ça aujourd'hui. Et l'IA vraiment change vraiment la façon dont, en tout cas, on doit mesurer tout ça. Et le trafic SEO, ça devient presque un indicateur secondaire parce que l'utilisateur, souvent, va obtenir sa réponse directement dans l'IA sans cliquer. Donc là, il faut mesurer d'autres choses. Je vais passer rapidement, mais c'est important. Le premier KPI, ça va être ce qu'on appelle le share of voice, c'est-à-dire à quelle fréquence votre marque est mentionnée par les LLM par rapport à vos concurrents. Donc ça, c'est vraiment le taux de présence dans la conversation des IA. Donc ça, c'est le premier qui est assez important. Et le deuxième KPI, ça va être ce qu'on appelle le share of model. Et là, c'est un peu plus subtil, c'est un peu plus profond. C'est la probabilité statistique que l'IA associe spontanément votre marque à une expertise sans même qu'on la nomme dans le prompt. Et en complément de ces deux, va y avoir le sentiment. Donc là, c'est est-ce qu'on parle de votre marque positivement, neutrement ou négativement. Et les trois ensemble, ça nous donne vraiment la nouvelle photo de vos visibilités. Et ça nous ramène aussi à un concept un peu fondamental du marketing qui avait été théorisé par Byron Sharp, ce qu'on appelle, David en a déjà parlé dans la présentation, la science de marque. Donc la science, c'est vraiment la capacité d'une marque à être remarquée ou à revenir à l'esprit d'un acheteur à un moment précis d'une décision d'achat. Donc cette science, elle repose sur ce qu'il appelle des Category Entry Points, CEP, et ça, c'est des indices de contexte très concrets. Par exemple, on en cite quelques-uns. J'ai besoin d'un café pour me réveiller. Je cherche un logiciel pour sécuriser mes données. Donc, chacun de ces points, c'est un peu une porte d'entrée mémorielle vers votre catégorie. Et la règle est simple, entre guillemets. Hein, c'est plus votre marque est associée à un grand nombre de CEP, plus elle est saillante. Et ça, c'est la façon vraiment dont les IA fonctionnent. C'est vraiment très similaire. Elle cite les marques les plus fortement associées à une ascension. Donc, travailler votre science, c'est vraiment travailler directement votre géo. Et on en a terminé sur tous ces cas clients et sur la suite. Je te laisse la main, Xavier, ou oui, on regarde les questions. On va enchaîner sur les questions. Il y a 2-3 mots sur l'agence. Tu peux passer les slides. Donc, on est l'agence WAM, on travaille l'autorité digitale des marques. Et en fait, la slide suivante est, à mon avis, la plus importante. On parlait des silotages, de casser les silos. À l'agence WAM, on travaille le SEO, le GEO, bien sûr, on en a parlé. On travaille toutes vos stratégies de contenu, vos stratégies aussi payantes, SIA. On travaille aussi toute la partie site web et création de sites. On l'a vu, c'était un point important. La partie data et aussi la partie relations presse. C'est aussi pour ça qu'on arrive à sortir des cas clients, comme vous avez vu. On a parlé de Sofiap. Deuxième avis, je vous enverrai aussi le cas deuxième avis dans quelques jours que je suis en train d'écrire. Et puis on va passer aux questions maintenant parce que on a dépassé le temps. Il y a beaucoup de questions, donc tu peux passer à la slide suivante. Ça, c'est une photo de nos clients. Alors, on va essayer de répondre rapidement. Il y a Catherine qui nous dit au début, je ne vois pas Anthropic dans le schéma, un de tes tout premiers schémas, David, où c'est vrai qu'on parle beaucoup de Mistral, de ChatGPT, pardon, Perplexity, mais Anthropic était un peu moins présent dans les schémas. Claude. Oui, c'était le schéma probablement où on voit les deals entre les principaux LLM avec les médias. Eh bien, ce schéma qui est mis à jour par le média américain Axios ne mentionnait pas Anthropic.
C'est mis à jour régulièrement. La dernière version était du 4 septembre 2025. En tout cas, au 4 septembre 2025, il n'y avait vraisemblablement pas de deal officiel entre Anthropic et des médias américains ou d'autres médias. Mais ça ne m'étonne pas parce que l'explication est rationnelle, simplement parce que le positionnement stratégique d'Anthropic, il est B2B, versus un OpenAI qui essaye encore une fois d'être générique et généraliste, là où un Anthropic se focalise sur les entreprises. Ça veut dire que sa vocation n'est pas nécessairement de fournir une réponse comme un moteur de recherche à l'utilisateur. Ce qui l'intéresse, Anthropic, c'est de servir les utilisateurs de façon productive pour leur travail. C'est ma réponse, et c'est pour ça que voilà, il n'est pas trop utilisé pour ça, mais nul doute que ce sera mis à jour, et peut-être qu'ils y passeront, mais pas à ce jour, pas à ma connaissance en tout cas. Bruno, au sujet ça c'était des outils quand tu présentais Deuxième Avis. Vous avez un outil propriétaire pour le suivi des mentions sur les LLM. Alors non, on n'a pas d'outil propriétaire, mais il y a peut-être un petit mot à dire sur les outils. Vas-y, Florent. Sur les outils, effectivement, David l'a déjà précisé. L'outil, ça devrait déjà représenter vraiment une partie infime du budget, hein. L'idée, c'est vraiment comment on s'appuie sur ces outils pour développer la stratégie. Nous, aujourd'hui, on teste pas mal de choses parce qu'on est assez curieux et c'est quand même un milieu qui évolue, et les outils évoluent à une vitesse assez impressionnante. Et là, je pourrais citer des outils comme keyword.com, Meteoria, Profonde. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. L'idée, c'est de trouver ce qui correspond le plus à vos besoins. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'outils disponibles, très performants. Et puis comme tu l'as dit, ça évolue tellement qu'on ne veut pas Ouais, non ouais. plus forcément se rapprocher, se maquer avec un seul outil, puisque tous Ouais. les 3 mois, tous les 6 mois, il y a des nouveaux outils qui sortent, donc c'est toujours intéressant de les tester. Mathis, on entend beaucoup parler de la nécessité de créer une fiche Wikidata pour son entreprise. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cela fait partie des stratégies GEO, les fiches Wikidata? Oui, de toute façon, très souvent, le knowledge graph de Google pour votre marque est déjà établi. Il y a Crunchbase, il y a ce genre de choses. De toute façon, à partir du moment où vous avez une entreprise qui est au registre des commerces, il y a fort à parier qu'il est déjà inscrit dans le knowledge graph. Mais oui, on peut un peu forcer les choses, et puis mieux, une page Wikipédia sur votre entreprise est top. Évidemment, le club est un peu fermé. On peut pas faire n'importe quoi. C'est modéré, parce qu'il faut rappeler sa vocation. C'est une encyclopédie. Ça veut donc dire que si vous avez publié des choses dans votre domaine d'activité, que c'est reconnu par vos pairs, vous pouvez publier. Très souvent, c'est comme ça qu'on commence, ou alors une entreprise qui existe depuis des années. Mais encore une fois, il faut être factuel et encyclopédique, et surtout pas promotionnel. Donc, aucun argument n'est toléré. Et très souvent, 8 fois sur 10, si on ne connaît pas les règles de Wikipédia, on est éjecté en fait, hein. Mais donc c'est assez difficile d'y entrer. Mais la réponse est oui, c'est sûr. Après, retenez quand même que les LLM comme OpenAI, ils sont tellement gourmands qu'ils ont absolument mangé, aspiré tout le web. Donc logiquement, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. On le vérifie, mais il n'y a pas trop d'angoisse à se faire sur ce côté-là. Claire qui nous dit lorsqu'on réalise un sondage, où héberger les résultats pour que ce soit le plus optimal pour les LLM? Eh ben, moi, j'ai envie de vous répondre d'abord chez vous. D'abord chez vous, parce que c'est votre contenu. Si on prend Sophiap ou les exemples de Sophiap ou deuxièmeavis.fr, il y a un espace presse et il héberge les données d'abord chez le client. Parce que, vous l'avez compris, que ce soit Google ou OpenAI, même s'ils offrent une visibilité, ils sont extrêmement gourmands, et c'est chez vous d'abord que ça doit être publié. Dans le cadre d'un travail de relation presse, comme ça a été le cas avec ces 2 clients, bien sûr, on a offert l'exclusivité aux journalistes.
Donc ça a été publié dans un second temps sur le site des clients, dans les espaces presse, mais on a d'abord laissé la primeur aux journalistes, mais quasi concomitamment à la publication, ça a été publié chez le client. C'est quand même vous qui devez être la source première, et en tout cas le point de convergence, parce qu'à la fin des fins, on doit retenir votre marque, et c'est chez vous que ça doit se passer. Donc c'est concomitamment à la visibilité, à la publication dans les médias. Et puis ça fait aussi de la matière pour les réseaux sociaux, donc c'est aussi une matière hyper importante à aller pouvoir les partager sur LinkedIn ou sur Instagram ou je sais pas sur quel réseau social en fonction de la marque, mais c'est hyper important, ça fait beaucoup de matière hyper intéressante. Catherine qui nous dit les recos spécifiques sur les contenus des pages Storlock. Sur le Storlock, sans parler de la partie technique, hein, qui est vraiment la partie à vérifier en premier pour que le contenu soit accessible. Et parfois, ça fait vraiment défaut au Store Locator. Donc ça, il faut vraiment vérifier la partie technique, le JavaScript. En termes de contenu, c'est un peu ce qu'on répète tout le temps. Ça va être un contenu, on aime bien dire résolutif et unique. Et en fait, ce qu'il faut trouver dans votre Store Locator, c'est des contenus qui ne soient pas forcément disponibles dans les annuaires ou forcément sur Google. Alors, on peut retrouver effectivement les horaires d'ouverture, les horaires spécifiques. Ce qu'il faut surtout retrouver, ça va être vos offres, vos services, ça va être votre actualité aussi. Et en complément, hein, si on parle de EAT, ça serait potentiellement aussi d'avoir des fiches sur les responsables d'agence, si c'est une agence, ou sur des personnes, en tout cas, qui incarnent ce point de vente ou cette agence, et aussi des avis. Donc ça, c'est très important. Ça vient vraiment alimenter cette page, d'avoir des avis clients qui sont spécifiques sur cette agence. Donc l'idée, c'est vraiment de construire une page utile avec des données qui sont très spécifiques et très, très uniques à vous. Donc au-delà des classiques, tout ce qui est à l'actualité, offre, avis, mettre des responsables en avant, et ça fonctionne bien. Merci Florian. Delphine, est-ce qu'une entreprise locale en Alsace a quand même intérêt à diffuser une partie de son contenu en alsacien pour se démarquer, ou bien c'est inutile aux yeux des LLM? Ça, c'est une question pour toi, David. Écoutez, en tant qu'Alsacien, j'aurais envie de vous dire ouais, c'est tout à fait. Mais l'alsacien n'est pas reconnu comme une langue, mais comme un dialecte, un patois, un dialecte. Et ça, je le sais parce qu'il y a quelques années, on savait qu'on pouvait soumettre des nouvelles langues à Google. Le breton avait été soumis, il avait été accepté par Google parce qu'il a, je crois qu'il y a une norme ISO ou quelque chose comme ça, mais pas l'alsacien, j'en suis désolé. Donc malheureusement, ça n'aura pas vraiment d'effet. Donc l'anglais, oui, mais éventuellement l'allemand, mais pas l'alsacien. Voilà. Catherine, est-ce que les backlinks boostent l'IA? Oula. Les backlinks. Alors là, c'est un vaste sujet. Nous, c'est vrai qu'en tout cas, on a vu que le earn était important. Là, nous, on parle surtout des RP, la façon dont on peut faire rayonner la marque. Les backlinks en tant qu'achat de liens sur des sites pas forcément thématisés, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de poids, en tout cas, c'est mon avis, sur Google et encore moins sur l'LLM. Ce qu'il faut, c'est arriver à faire rayonner sa marque, à avoir cette récurrence sur plusieurs sites et surtout avoir un contenu à valoriser. C'est ça qui va vraiment être le plus important, quoi. Donc le poids des backlinks est encore amoindri. Néanmoins, il y a des études qui sont sorties qui montrent une corrélation. Donc pour être parfaitement, et vous pouvez sans doute tomber dessus, une corrélation, mais c'est ce que dit Florian. Si vous êtes une marque qui fait autorité, c'est que vos pairs parlent de vous, les médias parlent de vous, et très souvent la mention est suivie d'un lien. Voilà, donc oui, il y a une corrélation élevée entre le fait d'avoir des backlinks et d'être mentionné. Mais ça n'est pas nécessairement la cause. Voilà, tout simplement. Donc
aujourd'hui, et ça fait même depuis 2014 hein, que WAM a lancé les relations presse dans sa proposition de valeur. Tout à l'heure, tu nous faisais, Xavier, le petit tour du propriétaire de toute la proposition de valeur de WAM. Les RP sont au cœur du sujet. C'est bien comme ça qu'on fait rayonner, nous, les marques. C'est qu'elles trouvent leur audience dans les bons médias. Ouais. Et comme on l'a montré tout à l'heure à travers nos 2 cas clients, bien sûr, on vise une meilleure visibilité Google, une meilleure visibilité LLM, mais la finalité, c'est d'ancrer la marque dans le réflexe cognitif des utilisateurs. Et pour ça, il faut être au bon endroit, c'est-à-dire dans les bons médias. C'est ça le sujet. Donc, mais on parle beaucoup moins de backlink et au sens technique du terme, les LLM ne regardent pas du tout les liens. Pas du tout. Voilà. Il y a la notion de mention qui est assez importante, ou même quand on est mis en avant par un site tiers sur l'LLM, souvent sur ce site tiers, on n'est pas obligé d'avoir un backlink. Le fait d'être mentionné dans un contexte, dans une thématique qui nous correspond, c'est suffisant pour être mis en avant sur les LLM. On a fait beaucoup de contenu depuis des années sur ce sujet. Je vous invite à aller sur la page Webikeo de l'agence WAM. Question encore, est-ce qu'il y a un moyen de ressortir dans le géo avec alors je traduis par un moyen de payer, une stratégie payante dans le géo aujourd'hui? Est-ce qu'on peut payer? Tu parlais tout à l'heure d'articles peut-être sponsor? Oui, il y a différents niveaux. Le premier niveau, c'est effectivement pour influencer la réponse. Si pour une raison X ou Y, vous ne parvenez pas à faire des RP, et même si vous y arrivez, mais que vous souhaitez amplifier ou tenter d'amplifier votre portée, la portée de vos RP, eh bien, comme je le disais, Le Monde ayant signé des accords avec Perplexity, mais également avec OpenAI, vous savez que, et pas simplement sur l'entraînement du patrimoine éditorial du Monde, hein, pour les LLM, c'est aussi qu'il y a une mise en exergue claire et nette dans ChatGPT sur Le Monde. On l'a vu avec Sophiap, mais comme avec Deuxième Avis, puisque en l'occurrence Nicolas, qui est à la barre des RP pour ces 2 marques, a réussi à obtenir une retombée presse organique, donc dite gratuite, le fruit de son travail dans Le Monde. On voit qu'il y a une mise en exergue. Mais, comme je l'ai dit également, on peut acheter au sein de la régie Le Monde une présence payée, c'est-à-dire vous avez la main sur le contenu, et derrière vous êtes mentionné. C'est à la fois crawlé par Google, j'ai encore vérifié hier, et c'est parfaitement ingéré par OpenAI et Perplexity, et c'est des contenus qui sont susceptibles de remonter. Très souvent, néanmoins, il faut faire une vérification technique, et là Florian sera meilleur que moi, mais très souvent ces outils-là sont techniquement dans l'arborescence de ces médias moins mis en avant que les contenus publiés de façon classique, évidemment, puisque ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est d'abord les écrits classiques. Mais ça fonctionne. Et ce que nous, on préconise, c'est de vérifier avant, parce qu'effectivement, que ce soit les régies du Figaro, de Prisma Presse ou de Reworld, ils ont tous des offres géo maintenant. Mais il faut faire attention, vérifier avant si ça fonctionne. Mais ça peut être une stratégie d'amplification, et j'insiste sur le fait que c'est une amplification et pas une stratégie tout entière. Le must, ça reste quand même de travailler avec vos RP. Voilà. Merci. Est-ce que ajouter, alors ça, c'est vrai qu'on l'a fait sur le site de WAM, est-ce qu'ajouter des pages articles informationnels sur sur un article informationnel, rajouter des boutons, mettre des boutons, résumer votre article vers ChatGPT, Perplexity, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? On n'a pas en tout cas de résultats probants sur ça, et je pense pas que ça a un vrai impact en tout cas. C'est intéressant d'un point de vue, par contre, engagement de l'utilisateur, de fonctionnalité sur la page, et c'est quelque chose de sympa à faire. Mais en termes de visibilité, ça n'a pas d'impact aujourd'hui en tout cas.
Question sur la coordination, quand on parlait des silos, justement, question de Julien intéressante, c'est qui potentiellement doit avoir ce rôle côté annonceur de coordination? Alors, est-ce qu'il y a une réponse magique à ça? Je sais pas, parce que ça dépend aussi beaucoup de l'organisation chez chaque annonceur, mais est-ce que David, toi, ou Florian, vous avez un avis sur quel est ce nouveau rôle chez l'annonceur de coordinateur? Oui, je vais parler avec la casquette de SEO et Florian le fera également parce qu'il est beaucoup aussi en place dans les entreprises pour coordonner des projets. Je crois que j'invente rien en disant que déjà en SEO, les 60% de la réussite du projet, en tout cas dans un grand groupe, c'est la capacité à fédérer, à faire adhérer et à orchestrer tout le projet entre le technique, l'édito et cette fameuse autorité. Avec le GEO, comme on l'a montré, il n'y a plus le choix. Si on ne monte pas d'un cran et on ne fait pas travailler tout le monde ensemble avec un sponsor qui est la direction, eh bien, ça échoue. Donc, je dirais que, en tout cas, tel qu'on est organisé chez WAM, ça n'est pas nouveau parce qu'on a toujours pris ça par le prisme du marketing avec une orchestration pluridisciplinaire. Donc, ça ne change pas vraiment. Chez WAM, on est organisé de la façon suivante. Il y a un responsable de compte qui est là pour animer, pour la collaboration, l'entretenir, s'assurer qu'on est à l'heure, qu'on tient le tempo. Et derrière, une équipe pluridisciplinaire, et ça peut être tous nos métiers, hein, SEO, édito, RP, data, web. Et en général, il y a quand même un leader par la seniorité, et c'est lui qui va orchestrer ça. Chez WAM, c'est pas un nouveau rôle. Peut-être que dans d'autres entreprises, ça peut l'être. Mais oui, il y a besoin dans l'entreprise d'avoir quelqu'un qui va nous aider à fédérer. Là, je passe la main à Florian parce que tu es en particulier, je pense, sur deux gros sujets chez deux clients où là, clairement, il y a un rôle d'orchestrateur qui est clé, quoi. Mais ouais, effectivement, alors la configuration est assez différente en fonction des clients. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est un sujet qui a été beaucoup amené par le SEO. Donc, c'est vraiment dans la direction marketing souvent que ces sujets sont réalisés et qui organisent en tout cas aujourd'hui cette coordination. Mais c'est encore un peu tôt en tout cas, mais effectivement, ça pourrait faire le sujet pour moi d'un nouveau rôle chez l'annonceur qui permettrait de coordonner un petit peu tous ces rôles et de les mettre un peu plus en avant, quoi. Encore beaucoup de questions. Il y a encore des gens connectés, hein. J'ai entendu parler de la technologie LLM.txt. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que cette technologie est utile ou pas? Question. Non, alors on s'est pardon. On est passé très rapidement sur la partie technique. On a listé pas mal de choses. LLM, TXT, effectivement, c'était un sujet il y a encore quelques mois de gens qui testaient. Mais aujourd'hui, en tout cas, on voit ça n'a pas, en tout cas, d'intérêt. Alors, on peut le faire, hein, ça va pas nuire au site, mais aujourd'hui, il n'y a pas, en tout cas, d'intérêt technique à le mettre en place à ce jour, en tout cas, parce que les choses évoluent. Mais en tout cas, ce n'est pas la priorité d'un point de vue technique. Je vais même vous répondre hein, qu'on est en train de faire une étude pour un client et à quel point ces retombées presse sont importantes pour ces réponses dans les LLM. Et je me suis amusé à regarder pour les principaux, une vingtaine de médias dans le domaine de la finance, si ils bloquaient ou pas avec le robot TXT. Sans même parler du LLM.txt qui n'est pas du tout regardé, avec encore une fois le robot TXT, s'il bloquait les IA, les nationaux et les grands bloquent les IA, mais pas les plus petits. Et pour ceux qui les bloquent, il y a quand même, pour la moitié d'entre eux, les 4, il y a quand même et ça j'étais extrêmement surpris, des mentions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces LLM, c'est des rouleaux compresseurs qui s'affranchissent bien de demander l'autorisation au péage. Et sauf si vous vous appelez New York Times, parce que c'est le cas aux États-Unis avec Perplexity, où là, il y a un procès. Et OpenAI on a aussi en ce moment, hein, avec le New York Times d'ailleurs. En fait, il passe en force.
Donc voilà, donc il faut observer. Donc ça, c'est assez étonnant, c'est des rouleaux compresseurs. Donc oui, le LLMS.txt, vous pouvez tester des choses pour vous. Et c'est bien, ça peut être apprenant. Il peut y avoir une évolution dans le temps probablement, mais aujourd'hui, honnêtement, ça sert à rien, quoi. On avait lancé des questions avant ce webinaire pour que les gens puissent nous envoyer des questions et on avait eu une question qui là revient, c'est sur les avis et les notations. Est-ce que ça influence les réponses? Clairement. Ah bah clairement. C'est même, pour moi, c'est assez fort sur l'aspect local. Florian nous a montré l'importance du store lock en HTML pour les questions locales, centre de lavage près de chez moi ou un cabinet d'ophtalmo près de chez moi. Le store lock est obligatoire. Et ce qui va faire à un moment donné la différence là-dedans, c'est la vie, parce que justement, quel est le rôle du LLM? C'est de synthétiser les choses et de dire, bah regarde, près de chez toi, il y a telle enseigne de centre de lavage, par exemple, mais je les ai classés par avis, et on dit plutôt ça de celui-là et tel sentiment, et on dit plutôt ça de celui-là avec tel sentiment. Et après, il les compare et dit, d'après moi, c'est celui-là qui est le plus important. Et donc, ce tiers de confiance, très souvent, ça va être GMB, Google My Business. Et sinon, on voit énormément les Trustpilot et ce genre d'avis tiers. Donc oui, ce qui se dit de votre expérience client et donc de vos produits, de votre service, est mis sur la place publique. C'est fondamental. Donc oui, ça tient une place très très forte. Et d'ailleurs, je peux même vous répondre à une autre question. Alors, j'ai pas une étude qui fait foi, mais j'ai quelques exemples. C'est que si vous pouvez héberger vos avis plutôt sur des plateformes tiers que uniquement chez vous, ça a plus de valeur. Ça a plus de valeur. Donc, ça veut dire que les avis de Trustpilot, clairement, sont mis sur la place publique et ont un impact extrêmement élevé pour influencer la réponse, oui. Eh bien, écoutez, messieurs, c'est 10h30, on a dépassé d'une demi-heure. Les gens sont encore là. Merci à tout le monde. Ça a intéressé, beaucoup de questions, c'était très intéressant. Voilà, bah écoutez, rejoignez-nous pour notre prochain webinaire qu'on n'a pas encore calé, mais qui va sûrement bientôt arriver, sûrement début juin. On vous parlera sûrement de Google, de Google I.O. et puis I.O. pardon. Et puis voilà, Florian, David, merci. Dernier mot, peut-être. Il y a plus qu'à passer à l'action. Oui. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que la véritable révolution, et tu l'as dit en filigrane, elle vient pas tant de ChatGPT, de Perplexity ou de Claude, même si c'est important. La véritable révolution en France, pour la visibilité de vos marques, elle va venir avec iOverview, parce que c'est Google qui a l'audience dans le monde entier et en France avec 98% de part de marché. Et cette brique IA générative au-dessus des 10 liens bleus va changer beaucoup de choses. Moi, je pense que la mi-année va probablement être le bon moment pour Google pour lancer les hostilités, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Là, on en parle un peu moins. Ça doit négocier dans les couloirs. Et c'est ça qui va véritablement influencer les choses. Donc, c'est maintenant qu'il faut tester et auditer sa visibilité et comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, je pense que le timing est le bon. Oui, il y a un an, on avait fait un webinaire sur Google I.O. Vous nous aviez donné des dates de sortie potentielles, vous étiez complètement plantés. Complètement. Voilà. Donc, on va peut-être refaire un webinaire, on va refaire des paris, et puis on va voir si là vous êtes meilleur que ça. N'hésitez pas à nous laisser un avis, surtout quand vous quittez ce webinaire, c'est important, on en a parlé des avis. Puis nous, ça nous permet aussi de nous améliorer. On espère que ça vous a intéressé. Et puis à très bientôt. Merci à tous, bonne journée. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.